Mais d'abord, je vous propose donc de nous intéresser à notre intestin avec quelqu'un qui le scrute de très près, le professeur Patrice Cany. Merci d'être avec nous. Alors, ce qui vous intéresse plus particulièrement dans cet intestin, c'est ce qu'on appelle le microbiote. Et vous n'êtes pas le seul. On a l'impression qu'il y a des dizaines de recherches qui sont menées aujourd'hui à travers le monde sur cet intestin et ce qu'il compose. Comment expliquer cet engouement ? Alors c'est vrai que le microbiote intestinal est devenu aujourd'hui probablement incontournable en médecine. Ces lettres de noblesse, il les a récupérées probablement aussi grâce à des analyses comme le séquençage. Vous savez qu'on a séquencé le génome humain et au début des années 2000, on a disposé de toute une série de matériels qui ont permis ce séquençage et on a utilisé cette fois-ci ces outils pour séquencer l'ADN qu'on a dans les bactéries de notre intestin. Et ça veut dire qu'on a découvert toute une série de choses qu'on ignorait jusqu'alors dans l'intestin ? On est donc passé d'une technologie qui était la culture de bactéries vers une technologie qui, cette fois, analyse le génome et nous a donné des perspectives bien plus larges que ce qu'on imaginait. Et on est arrivé à des découvertes qui sont incroyables puisqu'on a maintenant toute une série de bactéries qui sont identifiées. Certes, on n'a pas encore la possibilité de toutes les cultiver, mais on a des centaines de milliers de séquences qui peuvent être détectées. Et donc, vous imaginez la possibilité de comparer, par exemple, la composition du microbiote dans une situation de bonne santé versus une situation de maladie, ou l'impact également qu'aurait l'alimentation sur ces bactéries. En gros, on se rend compte que la santé de notre microbiote, en résumé les bactéries qui s'y trouvent, en disent beaucoup sur notre état de santé général. Il y a vraiment un lien direct entre les deux. Exactement. En fait, il faut vraiment considérer les bactéries qui sont dans notre intestin comme étant des partenaires. D'ailleurs, certains collègues considèrent que ce serait même un organe à part entière. Vu la quantité de bactéries qu'on a dans notre intestin, environ 100 000 milliards de bactéries, leur capacité de produire toute une série de métabolites, donc des substances, certes, qui leur permettent de dialoguer entre elles, mais ces substances vont aussi interférer avec notre propre organisme. Et donc, on dialogue avec ces bactéries. Leur métabolisme peut influencer des organes à distance, pas juste l'intestin. Elles peuvent aussi informer notre cerveau de notre alimentation et également de l'envie de manger plus ou moins une quantité d'énergie en particulier. Alors, vous vous êtes principalement intéressé à une bactérie, une parmi ces 100 000 milliards. Elle s'appelle Akkermansia et on établit un lien entre cette bactérie et toute une série de cas d'obésité. Pour mieux comprendre, voyez le reportage de Jean-François Noulet dans les laboratoires de l'UCL où vous travaillez, Patrice Cany. L'Institut de recherche de l'UCL et ses laboratoires, c'est ici que travaille le professeur Cany. Il y a une dizaine d'années, ce professeur, son équipe et un confrère néerlandais ont découvert sans s'y attendre une bactérie prometteuse, l'Akkermansia mucinifila. Akkermansia, on l'a découvert vraiment par hasard. J'ai travaillé sur des animaux de laboratoire qui recevaient des fibres alimentaires. On a vu que ces fibres les faisaient maigrir. Et quand on a analysé la composition du microbiote intestinal, donc leur flore intestinale, on a découvert en fait que les animaux qui avaient un impact intéressant de ces fibres possédaient plus d'une bactérie qui s'appelle Akkermansia, que je ne connaissais absolument pas. À l'inverse, les animaux qui étaient obèses et diabétiques de type 2 n'avaient quasi plus de cette bactérie dans leur intestin. Débutent alors 10 ans de recherche pour réussir à cultiver la bactérie, l'administrer à des souris et prouver qu'il y a un lien entre présence en nombre de la bactérie et réduction de l'obésité et du diabète de type 2. Cet hiver, la bactérie a été administrée à une cinquantaine de personnes volontaires. Aujourd'hui, dans ce laboratoire, on analyse les échantillons prélevés chez ces volontaires pour vérifier les effets que la bactérie Akkermansia pourrait avoir sur les humains. On essaye de voir si on a des modifications, que ce soit de la glycémie, donc du taux de sucre dans le sang, mais également de la sensibilité à l'insuline qui permet de réguler ces taux de sucre dans le sang pour voir si on permet d'améliorer de manière générale le métabolisme glucidique également chez les volontaires. Plusieurs études dans le monde ont confirmé que chez l'homme, le diabète de type 2 allait de pair avec une faible présence de la bactérie Akkermansia. Reste à comprendre les effets et les mécanismes à l'œuvre, ce que les chercheurs de l'UCL font actuellement. On sait déjà une bonne partie des effets qu'elle peut avoir, mais on essaye vraiment d'aller le plus loin possible dans la compréhension de ces effets, de savoir exactement qu'est-ce qui cause cet effet, quelles sont les voies vraiment de communication précises entre la bactérie et son hôte, en l'occurrence nous. Et les perspectives sont encourageantes. La bactérie Akkermansia a des effets notamment sur le brûlage des graisses et le renforcement de la barrière intestinale.
Alors comme ça, c'est un peu l'air d'une formule magique. On mange de l'Akkermansia et puis paf, on maigrit ou en tout cas on ne grossit pas. J'imagine que c'est un peu plus compliqué que ça quand même. C'est bien plus compliqué que ça. Évidemment, chez l'animal de laboratoire, les effets sont incroyablement intéressants. Alors il faut remettre tout dans son contexte. Ici, on parle d'un effet qui a été étudié dans un contexte spécifique, l'animal de laboratoire, et on essaie de comprendre ce qui se passe chez l'homme. Alors faire l'aspect, comme on dit dans le jargon translationnel, passer de l'animal à l'homme, ce n'est pas aussi simple. Clairement, nous, on pense que la bactérie pourra avoir des effets intéressants pour maintenir certains facteurs, comme le taux de sucre dans le sang, où on parle également de cholestérol, donc tous les facteurs de risque cardiovasculaire, donc limiter l'augmentation, si vous voulez, de ces facteurs de risque. Mais l'idée, alors, ce serait de mettre au point des compléments alimentaires, des médicaments qui permettraient, du coup, d'ingérer cette bactérie? Voilà, donc la bactérie ici, en l'occurrence Akkermansia, on imagine pouvoir l'utiliser comme un complément alimentaire, et toujours, il est important de le noter, en association avec une prise en charge des personnes qui souffrent d'obésité ou de diabète de type 2, donc ça ne va en aucun cas remplacer un traitement, cette fois-ci, et ça doit également être pris en charge d'un point de vue nutritionnel. Donc, pour faire référence à l'animal de laboratoire, on n'a pas ici quelque chose de magique qui va vous permettre de manger ce que vous voulez et vous empêcher de grossir, pas du tout. Par contre, c'est peut-être quelque chose qui vous permettra de réenclencher des mécanismes, des fonctionnements des organes qui étaient un peu au repos, comme améliorer le brûlage de graisse ou diminuer le taux de sucre dans le sang. Alors on parle ici de l'obésité, mais en fait il y a toute une série de choses qui sont vraisemblablement liées à la présence ou non de certaines bactéries. Alors certains étudient les effets sur le sommeil, d'autres sur même des maladies comme le cancer. Il y a énormément de recherches à tous les niveaux. Exactement, donc le microbiote intestinal est devenu quelque chose qui permettrait au moins de mieux comprendre l'origine de certaines maladies, voire d'arriver à des aspects thérapeutiques. Et on parle également de situations comme l'anxiété, le stress. On a des possibilités de se focaliser aussi sur l'axe entre l'intestin et le foie. Vous savez, ces maladies qu'on appelle la stéatohépatite non alcoolique, donc le foie gras. C'est aussi une des pistes qui est envisagée. Et puis vous avez toutes les autres pistes liées à l'immunité, comme l'allergie, comme le développement, par exemple, d'eczéma, toute une série d'autres choses qui sont en rapport avec, on disait, le cancer. Et in fine, quand on pense à ces différentes maladies, le dénominateur commun, c'est vraiment cette fonction barrière de l'intestin. L'interaction et le fait qu'on ne laisse pas passer certaines molécules toxiques, si je puis dire, de l'intestin vers le sang, et aussi améliorer le fonctionnement de notre immunité. Ça, c'est le dénominateur commun, et donc les pistes sont très larges. Un tout grand merci pour ces explications. On comprend bien en tout cas qu'il y a là vraiment plein de promesses pour l'évolution de la santé.